Si t'as un corps à cacher à 2h du mat, je pense que je suis une des meilleures personnes à appeler. Il fait comme ça, il fait Oussama de The Family, redonne-moi le papier. Et là, il prend le papier, il raye 2 clauses, il change la valo, et il redonne. Et il regarde, il fait ouais, il va me casser les couilles. Et Macron, à l'époque, il se tournait vraiment en mode si tu crois que je sais pas ce que tu viens de me faire, espèce de connard. Aujourd'hui, le BSAR est utilisé par des dizaines de milliers de boîtes en France et personne ne sait que ça a été créé par moi. Et que c'est plus facile de vendre à un inconnu aux US par téléphone que de vendre à ton meilleur ami de lycée dont tu as été le témoin de mariage. Et un jour, je dis ça dans une conf sur scène et il y a un mec qui fait « Oh putain, mon témoin, il a rien acheté !» Moi, j'ai pris le rôle de taper pour les startups, de taper sur le gouvernement, de taper sur la BPI. Ça m'a valu de me faire tapasser en groupe quand ils sont revenus. Si on en est au niveau que France 2 dit ça, ça veut dire que le problème, il est fois 1000. Je m'attendais pas, en faisant un incubateur de startup, de finir avec des menaces de mort. Aujourd'hui, les amis, dans Merci Internet, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Parce que pour beaucoup, Oussama qui est là, c'est un mec qui vend des formations aujourd'hui. C'est un gars qu'on voit sur des extraits TikTok, avec des phrases choc, du contenu à la chaîne. Mais pour nous, qui avons eu la chance avec Kylian de le connaître avant cette phase-là, on l'a connu à l'époque où c'était le mec qui apportait de très loin le plus de valeur sur le marché de la startup en France. Il était là quand tout le monde tâtonnait, essayait, checkait un petit peu ce qui se passait, à former des fondateurs, lever des fonds pour des boîtes qui partaient de zéro, faire exploser des Payfit, Algolia, Agricool, Captain Train, Menu Nextdoor, etc., etc. Et à cette époque, c'était pas un créateur de contenu, c'était un vrai gourou de la tech. Le gourou de la tech, il a porté ce titre-là pendant des plombes. Le stratège, le mentor pour beaucoup. Et en vrai, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont devenus des entrepreneurs successful, dont moi, même si je ne m'estime pas extrêmement successful, on a été à un moment ou un autre dans notre life inspiré par ce mec-là, ce qu'il faisait, les talks qu'il partageait, les histoires qu'il incarnait, etc. Et il a clairement donné ses codes, les frameworks, le feu sacré, moi c'est ce truc-là dont je parlais, qui a permis à des milliers de personnes, et vraiment des milliers de personnes, de lancer des boîtes, de changer de vie et d'atteindre leurs objectifs. Et nous, on voulait faire cet épisode pour rappeler un peu au game dans ce podcast. C'est pas un énième storytelling de sa life parce que on sait que tu passes sur des dizaines et des dizaines de podcasts à droite à gauche. On voulait vraiment faire un truc en dehors du divertissement pour les vrais entrepreneurs qui peut-être te connaissent d'avant et sont dans cet état d'esprit de vouloir construire, qui veulent comprendre, qui veulent récupérer de la vraie valeur sur ce que tu as fait pendant plus de 10 piges, à donner de la value de dingue à des milliers d'entrepreneurs, des centaines de milliers à travers tes vidéos et ton contenu sur Internet. Aujourd'hui, avec Ous, on va parler produit, growth, scale, mindset, résilience. On va parler vrai et on va voir pourquoi on devrait être fier. Et moi, je le dis aujourd'hui, et je suis vraiment fier d'avoir eu un mec comme toi un jour dans ma vie et dans l'écosystème dans lequel j'évolue, en gros l'écosystème de l'entrepreneuriat en France, quoi. Donc, je vous en prie, installez-vous et on va diguer, on va essayer d'aller un peu loin sur le sujet de la tech et de tout ce qu'il a pu apporter sur les dernières années, hein. Quelle Voilà, intro, merci. avec plaisir. Et encore une fois, on le dit parce qu'on le pense, on le pense fort. Et moi, perso, même si je sais que toi, tu es un gars très résilient et que tu arrives à t'extraire des haters et de tout le bordel qui se passe, moi, ça me fait chier de voir ça. Et Même j'ai moi, du ça me casse les couilles, mal. hein. Moi, ça m'énerve, hein. Enfin, il y en a moi, comme il y a des haters, qui commencent vraiment à me péter les couilles, tu vois? Genre vraiment ça nous énerve plus nous que toi, tu vois? J'ai l'impression, souvent, Ouais, tu vois. je parlais avec Alec hier, qui me disait la même chose. Ouais, ouais, bah, Mais après, parce que c'est des mecs qui connaissent pas et donc moi, je voulais montrer un petit peu que, alors aujourd'hui, effectivement, et c'est aussi, par volonté, et le contenu veut ça, on short et cetera. Mais que pour la plupart d'entre nous, même si nous, en vrai, on est la fin de la génération qui t'a connu, c'est ceux qui ont eu accès au plus de valeur de toi, c'est ceux qui sont un peu plus vieux, ben, ceux qui sont dans l'âge d'Alec, de Yomi et tout. C'est vraiment eux que tu as le plus influencé. Mais même pour nous, tu étais le gars qui montait sur scène et qui donnait à tout le monde envie d'entreprendre, tu vois? Et je crois que c'est important de remettre un peu, ce truc-là, au devant de la scène, quoi. Alors moi, du coup, la 1re question qu'on avait préparée, pour toi, parce que quand on pensait, à The Family, c'était toujours un petit peu compliqué de savoir, enfin, tu sais, c'était pour moi, en tout cas, un truc un peu dans lequel tu rentrais. Tu savais que ça allait t'apporter plein de trucs, mais tu avais du mal vraiment à comprendre ce que ça allait t'apporter. Donc moi, j'avais cette question pour toi.
Dans ta vision, là, avec le recul, a posteriori, c'est quoi selon toi la vraie valeur que toi personnellement et que The Family, apportait quoi? S'il y a un truc spécifique que tu devais garder en tête, qu'est-ce que ça a apporté réellement en boîte? En fait, c'est une question marrante parce que, heu, souvent en interne, je disais aux gens que c'était un test d'intelligence de savoir ce qu'on apportait. Parce que des entrepreneurs qui avaient besoin d'une liste, un peu concrète, combien d'heures, qu'est-ce que vous allez faire pour moi et tout, c'est justement, bah, des gens qui comprenaient pas l'entrepreneuriat et qui comprenaient pas la prise de risque. Donc j'ai rien fait pour rendre ça clair et j'ai essayé vraiment de garder ça pour nous pour qu'il y ait un dehors et dedans. Donc The Family, ça a été très inspiré, de beaucoup de techniques, les sociétés secrètes, les machins. Si tu crées un monde du dedans, un monde du dehors, tu crées un langage du devant, un langage du dehors et tu essayes de donner aux gens énormément de valeur parce qu'ils sont dedans. Et cette valeur, elle se résume à une chose toute bête, c'était de te faire paraître beaucoup plus gros, puissant, avancé que tu l'étais réellement parce que justement tu avais rejoint The Family et que les gens attribuaient de la valeur à la marque The Family. Et donc, souvent je résume ça avec un point très simple, c'est de dire tout ce qu'on faisait pas. Donc on n'offre pas de bureau, parce que je pense que les startups devraient avoir leur propre bureau, leur propre culture. Quand tu es une startup et que tu commences à partager dans un coworking avec d'autres mecs sympas à la cafétéria, déjà tu as pas compris ce que ça voulait dire être à la guerre. Déjà, c'est mal barré. Si tu veux avoir ta culture, tu prends ta maison, tu vis tous ensemble, tu te mets en mode, coupé du monde. Donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas fournir de bureau et qu'on était très dur là-dessus. Ensuite, on ne voulait pas, mentorer. Moi, le mentoring, je pense que c'est hyper important, il y a des moments dans la vie, tu as besoin d'être mentoré et cetera. Mais c'est pas le moment startup. C'est le moment, croissance, c'est le moment, avant la startup, après la startup. Mais ce moment 0 à 1, bah, peu importe ton niveau, c'est pas grave, c'est trop tard. C'est le moment de vérité et tu as pas le temps d'aller, faire de l'introspection, pour être meilleur, t'améliorer, je sais pas quoi. Qui est un truc un peu, solopreneur, slash j'ai du temps parce que j'ai des grosses marges et j'ai pas d'employés, tu vois? Mais quand tu es une startup, tu pas vraiment d'argent, tu pas vraiment le temps. Donc c'est pas ça sert strictement à rien de les mentorer. Au contraire, il faut même faire de l'anti-mentoring, il faut leur dire d'arrêter de réfléchir et d'essayer de pousser de façon brute force. Donc on faisait pas des mentoring. Ensuite, tout le monde pensait qu'on était là pour faire des levées de fonds. Tu vois? On allait présenter des invests et cetera. Mais c'est complètement con parce qu'en fait, si je présente une boîte à un invest, OK, il est content. Puis après 2 boîtes, 3 boîtes. À un moment, le mec, il dit: «Arrête de m'envoyer des boîtes. J'ai plus d'argent. Oh, j'ai plus d'argent». Et donc en fait, ce que nous, on était là pour faire, c'était quelque chose d'invisible que les gens ne comprenaient pas, qui était de transformer l'écosystème et transformer l'infrastructure. Et pour transformer l'écosystème et transformer l'infrastructure, notre but, il était simple, c'était de voir c'est quoi la toxicité dans le système, qu'est-ce qui fait que le système est toxique et moi, de façon invisible, construire des petits trucs. Par exemple, quand tu lèves des fonds, ça dure 6 mois en France. Aux US, ça dure 3 jours. Pourquoi? Ils ont un outil qui s'appelle le SAFE. Ah, c'est pas possible de faire le SAFE en France. Tu vois 20 cabinets d'avocats, ils disent tous: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible». Bon, bah, tu finis par trouver par un avocat qui dit: «Ah, j'ai une idée pour le rendre possible». Boum, tu lances le SAFE. Aujourd'hui, le BSAR est utilisé par des dizaines de milliers de boîtes en France et personne ne sait que ça a été créé par moi. Tu Mais vois? c'est ça le vrai succès. Comment? C'est ça le vrai succès. C'est ça le vrai succès, c'est d'être oublié. Ensuite, une histoire que j'aime bien raconter sur la valeur de famille, c'est là où j'ai su que ce qu'on faisait marchait. Il y a un entrepreneur, qui fait la première grosse levée de fonds de The Family, il lève à l'époque alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est tout petit, mais à l'époque il devait lever, je sais pas 4 ou 5 millions. Et à l'époque c'était du unheard of en France, tu vois? Lever 4 millions en seed, enfin genre c'était ça y est le marché il est fou, on a matrixé tout le monde. On est en quelle Et année là? on est en 2014. Et le fondeur il dit, donc il reçoit une term sheet à l'époque les mecs ils donnaient une term sheet papier comme ça, tu sais dans les réunions. Tu sais, ils poussent la term sheet comme ça, il dit: «Voilà, si vous êtes content, vous pouvez signer». Et moi, je disais au fondeur: «Vous signez jamais rien, vous m'en parlez et puis on voit, quoi».
Et le mec, il me dit: «Ah, je suis désolé, je signerai bien, mais Oussama m'a dit de surtout rien signer, voir avec lui et je vous reviens». Et le mec, il fait comme ça, il fait, «Oussama, Oussama de The Family?» «Ouais». «Ah, redonne-moi le papier». Et là, il prend le papier, il raye 2 clauses, il change la valo et il redonne et il regarde là, il fait: «Ouais, il va me casser les couilles». Et c'était ça, en fait, c'était casse-couille en chef. Et en fait, dans un écosystème où personne n'avait le droit de rien dire, moi, j'ai pris le rôle de taper pour les startups. De taper sur le gouvernement, de taper sur la BPI, de taper sur tout le monde. Alors, bon, ça m'a valu, de me faire tabasser en groupe quand ils sont revenus. Ils se sont dit: «Ah! On a enfin un truc contre lui». Mais c'était mon rôle parce que je voulais pas que les tu vois? Moi, je voulais que les startups puissent lever des fonds avec la BPI, même si ça m'énervait. Faut pas être con, faut être pragmatique. S'il y a de l'argent, bon, qu'elles ont pas le choix. Mais j'avais besoin qu'elles se sentent mal quand elles le font. Parce que c'était en se sentant mal en le faisant qu'elles pouvaient gérer cet argent le mieux possible. Et d'ailleurs, la BPI aurait dû comprendre que j'étais leur meilleur allié, en fait, hein, pour le respect de l'argent public, dépensé, hein. Mais ils ont pas compris. Et donc moi, tu vois, je tapais, je tapais, je tapais, je tapais, parce que résultat, la BPI en faisait des tonnes. Les mecs, dès qu'il y avait une boîte The Family, la BPI voulait mettre parce qu'ils avaient peur à l'idée qu'on dise qu'ils n'avaient pas donné d'argent à une boîte de The Family parce que je tapais dessus. Donc tu vois, c'était de créer des dynamiques comme ça d'écosystème. Et moi, j'avais dans ma tête en permanence une liste de 100 problèmes et tous les jours, je me disais: «OK, comment on peut les résoudre?» Alors je te donne un autre exemple et en fait, c'est ce que les gens ont jamais compris sur ce que je faisais, c'est que je me levais le matin et je me disais: «OK, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour que tout le monde soit pourri gâté dans The Family?» S'en rendent même pas compte, ce soit invisible et qu'ils aient même l'impression que c'est un dû, en fait, que c'est normal. Et c'est d'ailleurs depuis le départ de The Family que tout le monde, grince des dents, hein. Parce que quand on était là, ils étaient un peu ingrats, ils disaient: «Ouais, c'est normal et tout». Bah, bizarrement, depuis qu'on est là, plus personne fait ce travail parce que c'est un travail dur, en fait. Un exemple, c'est toutes les boîtes B2B n'arrivent pas à lever pardon, à vendre aux grands groupes. Or, c'est hyper important en France de vendre aux grands groupes quand tu es une boîte B2B, toi. Alors tu dis: «OK, c'est quoi les obstacles?» Premier obstacle, ils se connaissent pas. OK, une fois par mois, tu organises un dîner, tu invites des mecs de grands groupes, tu invites des mecs de start-up, tu payes la bouffe, tu mets du bon vin. Les mecs, ils picolent ensemble. À la fin, ils sortent, ils veulent acheter aux start-up. Tu vois? Et les gens, ils imaginent, il faut faire des trucs. Non, non, juste un bon repas au bon endroit avec les bons gens, puis tu processises. C'est qu'après, c'est une machine, qui tourne. Tu as un mec, tu as un stagiaire toute les journées, il invite des gens. De l'autre côté, il apprend aux gens à mieux se présenter. Comme ça, au dîner, bam, ça match. Les mecs sortent du dîner en se disant: «Putain, les mecs sont tellement sharp là-bas. Chaque mec que j'ai rencontré, il pitch super bien». Bah oui, mais en fait, chaque mec que tu as rencontré, on l'a pitché en avance. On lui a dit qui tu étais, qu'est-ce qui t'intéressait, parce qu'on a fait l'enquête. Mais tout ça est invisible, en fait. Il y a pas de moment où tu t'en rends compte. Et donc, tu sors de là, tu dis: «Ouais, je vais acheter». Et alors après, tu dis: «Ah, ça y est, j'ai gagné la guerre grand groupe». Puis tu pars 3 mois et puis au bout de 3 mois, tu te rends compte qu'il y a aucune startup qui a rien vendu. Tu fais: «Mais attends, quoi?» «Attends, on a fait le dîner, ils se sont rencontrés, machin». «Oui, mais C'est alors, en fait, le problème, c'est que maintenant, ils passent pas les procurement». Procurement, c'est les c'est services quoi? achats. C'est des services achats. C'est toutes les OK. clauses, tu vois, machin. Oh putain. Ah, OK, bah, on va faire une boîte, on va nous l'inscrire aux achats et comme ça, dès qu'une startup de The Family vend à un grand groupe, hop, il passe par cette boîte-là qui est déjà approved et donc il a pas besoin de se taper 9 mois d'approved et hop, vas-y, on va mettre un mec de l'équipe, il va monter la boîte, il va se taper les dossiers, hein, hein, c'est invisible et donc la fois d'après, quand il y a un dîner et que le mec, il veut vendre, boum, il a déjà Direct. la structure qui est approved et C'est donc ça. ça y est, la magie, elle commence à opérer et c'était ça, en fait, notre métier et le tunnel était assez simple, c'est tu fais du contenu en haut du tunnel pour amener les gens à te connaître, et à changer la perception que les gens ont des startups. Et en rendant ce contenu grand public, tu donnes de la force, en fait, aux startups qui, quand elles disent, qu'elles sont à The Family, les gens leur disent: «Félicitations». Moi, je me souviens, il y a un entrepreneur un jour qui vient me voir, il m'a dit: «Ouais, tu sais, moi, mes parents, ils comprennent rien aux startups, mais un jour, j'ai dit à ma mère que j'étais à The Family, elle était trop fière de moi». Mais comment sa mère connaissait ça? Parce qu'elle avait vu une vidéo sur YouTube, en fait. Et donc, c'était tout le sujet d'évangélisation permanent qu'on avait pour changer la perception startup. Énervé. On avait une question dans ce sens-là, c'est que moi, au début, quand j'ai capté le deal, bah, je connaissais rien au business et je me suis dit: «Mais comment ils se démerdent pour prendre, 5 d'equity, à des boîtes pour un truc flou qu'on capte pas?» et 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 moi,
je voudrais donc là, tu vois, genre, on capte la valeur que tu apportais et des fois même, ces gars-là, effectivement, ils s'en rendaient pas compte. Mais comment The Family se débrouillait? Comment tu te débrouillais? Parce qu'en vrai, c'est a priori surtout toi qui le faisais, pour prendre 5 points d'equity dans des boîtes qui, bon, bah, pour la plupart, valaient rien, mais pour certains, ils étaient déjà structurés, avaient déjà une vraie vision, étaient des entrepreneurs solides. Comment tu te démerdais pour prendre 5 points de boîte en C'était vraiment en c'était l'espace de vraiment un 5? test d'intelligence. On n'a jamais, jamais, jamais eu quelqu'un qui a pas voulu donner l'equity et qui ensuite a fait une boîte qui avait de la valeur. Ah. Jamais. En fait, c'était vraiment, vraiment. Alors, il y a des gens qui n'ont pas donné l'equity parce qu'ils voulaient pas rentrer à The Family, ils aimaient pas notre gueule et tout. Pour ça, je sais pas, c'est pas assez normal. Tu peux pas Ouais, plaire ça à fait tout le monde. partie, ouais, ça fait partie des stats, ouais. Mais des gens qui nous aimaient, qui voulaient travailler avec nous et qui ont été gênés par l'equity, il y en a jamais dans cette catégorie-là qui a fait une boîte qui a marché. Parce qu'en fait, c'est un test d'intelligence. C'est en fait, le truc, c'est que tu te dis, quand tu es entrepreneur, tu as deux façons de voir le truc. Soit tu te dis, ouais, ok, mon equity, c'est à moi, il faut que je fasse attention et tout. Soit tu te dis, ok, c'est quoi les alignements d'intérêts? Est-ce que j'ai besoin d'être aligné avec ce mec ou pas? Et je pense que beaucoup de gens se sont dit, ouais, ok, si ce mec est associé avec moi, il aura que 5% de ma boîte, mais en fait, il va monter des montagnes. Et franchement, nous, il y a des boîtes où on a monté des montagnes, hein. Moi, je me suis fracassé avec François Hollande pour Rich, hein, enfin, par exemple, hein. Ouais, Personne ne faisait ça en France. on va en parler, ouais. Personne n'allait voir un président et lui disait de fermer sa gueule pour une start-up dans laquelle on avait, je sais pas, 2% après dilution, quoi. Ouais, c'est la folie. Hem, Et ça, du coup, je pense que ça a marqué beaucoup tous les autres. Parce que les autres, ils se disaient, ouais, putain, ça résonne. Ouais, si bien un jour sûr. j'ai un problème, tu sais, un de mes employés, je dirais pas son nom parce il serait gêné d'être cité par Sirius Black, mais, euh, mais un jour, il s'est tellement énervé sur un VC qu'il a retourné le bureau sur le VC. Et tu sais, le bureau, il l'a pris, il l'a retourné, genre en mode furax. Bah, les gens, ils entendaient en interne ces histoires-là et ils se disaient, putain, il y a un mec dans The Family, il est parti défendre mes intérêts. C'est même passé, il lui a foutu le bureau sur la gueule. Bon, c'est Ouais. peut-être pas très malin, mais tu vois, Non, Ouais, mais en tout cas, ça ouais, montrait dans quel camp t'étais, quoi. ils sentaient vraiment que tu étais avec eux, quoi. À la Ouais, guerre comme à la guerre. exactement. et puis il y avait, derrière ce unfair advantage de si tu es affilié à The Family, tu es big, quoi qu'il arrive. Ouais, Et ouais, ouais. Alors, après, ça, dans les dernières années, alors ce qui est marrant, c'est que ça a vachement bien marché, ça, de 2013 à 2020. Puis 2020, c'est l'année folie où tout le monde lève des fonds et tout. Et là, d'un seul coup, l'écosystème s'est bien vengé. Parce que comme il n'y avait plus besoin de nous pour lever des fonds et tout, être à The Family était d'un seul coup devenu négatif. Parce que les mecs, ils attendaient que ça, en fait, depuis des années, de trouver une raison de nous mettre des coups de couteau dans le dos. Et à partir du moment où ils se sont sentis maîtres du monde, ah, ça y est, l'argent il coule à flot, on n'a plus besoin d'eux, t'as pas besoin d'aller dans The Family, moi je te donne 1 million, t'as rien fait et tout. Bon, bah, on a vu ce que ça a donné, hein, cette génération de boîtes, hein. La génération 2020, elle est passée complètement par la fenêtre. Et ils ont dépensé de l'argent dans des imbéciles parce qu'ils ne se rendaient pas compte du travail immense que la communauté avait de régulation. Parce qu'en fait, c'est pas juste moi ou Alice ou Nicolas ou n'importe qui de l'équipe. C'était un système dans lequel culturellement, tu étais profondément transformé parce que tu faisais partie d'un club de gens qui avaient les mêmes ambitions et tout, qui donc s'autorégulaient. Alors que quand tu es tout seul, tu lèves tes fonds, tu as ton VC, il te parle. En plus, la relation VC, elle est très malsaine. Parce que la relation VC, c'est quoi? C'est un mec qui, quand tu es intéressant, il veut te niquer. Et donc là, il va te dire que tu es incroyable, que tu es trop beau, que machin. Et dès qu'il perd le moindre intérêt parce qu'il a besoin d'aller niquer quelqu'un d'autre, il te lâche. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas, on avait une histoire ensemble et tout. Et le mec, il dit, ouais, ouais, parle à ma secrétaire, quoi. Et donc, les VC sont par définition des gros charros. Et c'est leur business model, hein, c'est pas de leur faute, hein. Ils doivent faire en permanence des nouveaux deals, ils doivent en permanence passer à la prochaine darling. Ils ne peuvent pas ouais. s'occuper de toi, en fait. Puis dès qu'ils ont l'impression que ça marche pas, ils n'ont pas que ça à foutre d'essayer de t'aider, de machin. Et c'est normal, c'est pas leur rôle. Et c'est là où The Family était incroyablement complémentaire, c'est que nous, on pouvait faire ça. On pouvait présenter les gens aux uns aux autres, on pouvait... c'est un peu les alcooliques anonymes. Parce qu'on n'était pas désalignés avec le fondateur. On ne lui avait pas donné d'argent, on n'avait pas d'argent à perdre.
Donc, on lui donnait un conseil, c'était vraiment un conseil pour être grand, en fait. Et donc, quand il y a quelque chose qui allait pas, moi, ça me faisait rien de dire à un entrepreneur, écoute, tu fais de la merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas grave, t'es peut-être quelqu'un de bien, mais c'est juste de la merde. Et personne leur parlait comme ça. Et en Mmh. fait, avoir le pouvoir de pouvoir parler comme ça à des fondeurs, c'est hyper rare. Parce que Et dans le leur... sens inverse aussi, parce que quand tu es un fondateur et que tu as des résultats pas dingues, et cetera, tu peux pas en parler à ton VC, tu vois? Non. Tu Du Exactement. coup, ça marche dans le sens inverse aussi, tu vois? Quand tu peux pas dire à tes VC: «Bah, ce mois-ci, on n'a pas fait de croissance, on a fait de la merde», parce que toi, tu sais que, bah, eux, ils vont attendre un refinancement sur le tour Bon, d'après et eux, ils veulent de la croissance, tu vois? Alors que vous, bah, vous attendiez pas forcément de la croissance. Ils pouvaient avoir une ouais, puis de relation toute façon, intime. ils pouvaient nous parler parce on avait les mêmes écoutes qu'eux. Donc, en Ouais. fait, quand ça marchait Ouais. pas pour eux, ça marchait pas pour nous. Ouais, parce que ça crée vraiment des trucs malsains où du coup les mecs ils essayent de masquer les chiffres, et pour réussir Bah, il y en Bah, a eu plein ça, hein. ouais, c'est très tentant, en fait. Il y a un moment donné, mais c'est comme tout, sous pression, les gens, on peut pas leur en vouloir. Enfin, tu sais, c'est facile de jeter la pierre. La dernière fois, je regardais la série là sur WeWork. Ouais, Mais le WeWork, crash-head. ouais, WeWork, le problème, c'est pas le CEO de WeWork, c'est les VC. En fait, c'est facile de lui mettre la responsabilité. Et c'est qui lui a donné l'argent? Lui, il a fait le cake, il a fait le clown, on lui a donné des milliards. Pourquoi il aurait arrêté de faire le cake et le clown? De ce point de vue-là, c'est sans doute le clown le mieux payé de l'histoire, hein. Enfin, tout le monde dit: «Ouais, c'est un mauvais entre» mais Bah, il a ta pris 3 gueule! milliards, hein. Ouais, exactement. Enfin, il a vraiment fait un travail de malade et c'est juste que, bon, bah, il a fait n'importe quoi parce qu'il y a un moment, le marché a valorisé le n'importe quoi et lui, il n'a fait que valoriser le marché, en fait. Et donc, c'est facile de toujours jeter la balle, sur le mec le plus visible, mais si on devait prendre des vraies responsabilités, moi, je comprends pas que les mecs, tu vois, ils arrivent à... Enfin, moi, je serais un mec qui a mis 4 milliards dans WeWork, on viendrait me voir, on me dit: «Ah ouais, le CEO, c'est un dingue, il fait n'importe quoi». Je dirais: «Frère, tu lui as donné 4 milliards, Ouais. évidemment que tu as validé le fait qu'il fasse n'importe quoi». Tu peux pas dire, après c'est comme avec les enfants. Tu vois, quand tu vois un enfant turbulent, tu peux accuser l'enfant, tu peux dire: «Ouais, OK, mais ils sont où les parents?» Et dans le C'est un peu la cas, même chose. et dans le cas de WeWork, c'est l'oseille des VC ou c'est des fonds? Et eux, c'est juste parce qu'il y a ça aussi? Parce que moi, si j'apprends au vu de la manière dont ça a été monté, que j'ai un VC qui a dépensé mon oseille dans un truc comme celui-ci, heu, les mecs d'au-dessus, ils ont dû péter un câble, tu vois? Ah oui, Tu oui, vois? bah, bizarrement, ils ont pas pété un câble. Après, c'est un bon business model, le VC, i en fait, si tu veux, i comment dire? Ce que les gens ne comprennent pas sur le VC, c'est que c'est un business qui est très mauvais individuellement, mais qui est génial collectivement. C'est-à-dire que quand tu es un fondateur, bah, toi, tu es victime du truc si ça marche pas. Un mec qui te donne de l'argent pour aller à l'hypercroissance, tu atteins pas l'hypercroissance, bah, il nique ta boîte. Mais c'était le deal dès le début. Les fondeurs qui se plaignent de ça, ils sont chiants aussi. Alors que du point de vue du VC, lui, il se dit: «Attends, moi, je fais 20 paris, 30 paris, 40 paris, il y en a un qui marche. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y en a 39 qui ont des états d'âme?» Ouais. Et c'est là où les fondeurs, qui ne comprennent pas le jeu, sont un peu fatigants. Parce que les fondeurs, ils se prennent tous pour Steve Jobs, Mmh. quand ils ont rien. Dès que ça devient difficile, ils disent: «Ah ouais, mais tu sais, moi, je veux une croissance normale, en fait, je veux faire une boîte». Ouais, c'est parce que tu pas réussi, enfin, c'est pas grave. Ouais. Bah, c'est pas tout le monde Mais qui est calibré et pour, c'est là où, en fait, la France est genre l'un des pires pays au monde. J'avais une blague à The Family, j'appelais ça le pivot B2B. C'est qu'à The Family, une boîte qui marche pas, elle faisait jamais faillite, elle faisait toujours un pivot B2B. C'est unique au monde. Et alors, il y en a des boîtes B2B qui vendent à la SNCF, s'ils ont toujours un cousin ou un machin, ils chopent un contrat de smicard à 40 000 balles et puis ils Ils tiennent survivent. avec des subventions BPI, ils t'expliquent que maintenant, l'ère de la croissance est finie, il faut faire du chiffre. Ouais, tu rien fait du tout. Il y a ni ère de croissance, ni ère de chiffre, tu es un clochard et juste parce que tu pas voulu dire qu'au bout de 18 mois, bah, tu t'es trompé. Mais c'est normal. C'est pas grave. Il y a rien de grave à rater une start-up. Mais en France, il faut surtout pas dire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le record mondial du nombre de startups, vivantes au bout de 10 ans, qui est une très mauvaise stat, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est un environnement très malsain d'avoir des zombies, qui C'est vivent, une coquille vide. aussi longtemps. Coquille vide. On voulait, du coup, moi je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir diguer, quelques projets qui ont fait, la reconnue de The Family, tu vois? Et de savoir en vrai
bah, comment toi t'as aidé. Il y a des millions d'anecdotes qui sont plus folles les unes que les autres. Enfin, moi, je sais que le nombre d'histoires que tu m'as raconté, je me suis dit à chaque fois, mais en fait, non, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. On voulait start par Payfit parce que Payfit, c'est une boîte de malade mental. Et, et, et moi, je suis vachement mesmerized par les personnes qui rentrent dans des business qui sont pas très sexy. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je trouve que Kylian, bah, c'est ce qui t'applique parce que tu te dis: «Putain, le lien, avec prise de tête, cette histoire», tu vois? Mais pourtant tu l'as fait. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand tu as ces mecs-là qui sont en train de te pitcher, bon, tu m'avais déjà dit que le fondateur, apparemment, c'est un gars, exceptionnel. Comment tu te dis: «Vas-y, go, je vais parier sur, 3 mecs dans un marché aussi chiant, que celui-ci», quoi? Ce qui est rigolo, c'est que pour nous, c'était une évidence, mais on était les seuls pour qui c'était une évidence. Hem, Nous, on avait un framework très simple à The Family. C'est ne regarde pas les projets, regarde les gens. Et si tu tombes sur un mec exceptionnel, tu te dis qu'il va bien finir par comprendre quoi faire. Et que bon, si tu pitches un truc auquel tu crois ou tu crois pas, c'est neutre. On essaie vraiment d'être neutre, idée neutre. Ouais, je Alors suis des d'accord. fois, évidemment, il y a des idées qui t'excitent plus que d'autres, tu vois, mais c'était pas un truc. Et Firmin de Payfit, il avait une caractéristique marrante au début, bon, qui a beaucoup changé depuis, mais il passait pas avec les invests. Et il y a un truc qui passait pas. Et les invests, ils disaient, ah ouais, c'est un mec C'était quoi qui chelou. passait pas? Bah, il était un peu autiste intelligent et un peu brut de décoffrage. Et puis il parlait de fiches de paye. Et comme les mecs, ils avaient tous envie de trucs sexy, de machin. Parce que mondainement, ils avaient besoin d'aller en soirée et dire ouais, j'ai financé une cure contre le cancer. Et le mec, il va en soirée et dit ouais, alors ouais, on a financé un logiciel comptable Ouais, qui fait des fiches c'est de assez moi, paye. c'est Aujourd'hui, c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est à la Ouais. mode. Penny Lane et cetera, mais à l'époque, Ouais, mais à l'époque, ça effectivement. l'était pas, quoi. Ouais. Mmh. Exactement. Et donc, il y avait un truc. Et c'est là où Jean de la Roche-Brochard a été hors du commun. Parce qu'en fait, Jean, il leur a dit, enfin, si tu veux, les gens étaient persuadés qu'un VC allait faire un deal, ils l'ont pas fait. Il les a appelés, il leur a dit: «Vous êtes en train de faire la connerie du siècle». Il leur a retourné la tête, ils ont fait le deal et ils ont reconnu qu'ils allaient faire la connerie du siècle de pas le faire. Et donc tu vois, là, ce qui était marrant, c'était la distance qu'il y avait entre la perception de marché du Payfit et notre perception interne, à The Family. Et la perception interne à The Family était que, bah, voilà, c'est une évidence. Et c'était une évidence pour une règle simple, c'est qu'on avait la règle que quand des gens intelligents s'attaquent à un marché complexe, il y a toujours de la magie qui se passe, systématiquement. Et que donc il y avait pas besoin d'analyser, de croire, de machin. Il suffisait juste de voir, et de ce point de vue-là, ils étaient au-dessus du lot. Et tu vois, ils ont recruté leur premier ingénieur, c'était des gens, tu leur expliquais des trucs, tu leur disais: «Voilà, pour faire un bon recrutement, pour faire un bon recrutement, il faut voir 20 candidats, vous voulez en faire 3, il faut voir 60». Le mec, il revient une semaine après, il dit: «Voilà, j'ai fait un pipe, j'ai vu, 600 personnes, j'en ai sélectionné 10, machin», enfin, Machine de guerre. ouais, machine de guerre. Quoi que tu leur dises, ils étaient toujours du côté exécution de la force. Et il y avait pas de. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que cette caractéristique qui est très rare. Et ça, c'est une des caractéristiques les plus rares dans ma carrière, mais qui est devenue, moi, un flair. C'est que quand tu interagis avec des fondeurs et que tu leur dis quelque chose, il y a deux types de fondeurs. Il y a les fondeurs qui essayent de faire tout ce qu'ils sont d'accord. Tu vois, ils vont essayer d'évaluer ce que tu dis, challenger ce que tu dis. Ils vont discuter, ils vont résister, ils vont essayer d'avoir des contre-arguments pour essayer de trouver la vérité par le dialogue. Et en clair, ce que j'appelle les fondeurs philosophes. Et puis, il y a Firmin de Payfit qui parle jamais. Tu lui dis un truc, il dit OK. Je suis bon, OK, très bien. Et puis, la semaine d'après, il vient, il me dit voilà, j'ai fait ça, ça a marché, merci. Et tu dis mais t'y croyais à ce truc? Il fait alors là, pas du tout. Franchement, quand tu m'as dit ça, je me suis dit c'est complètement con. Donc, on a essayé. Et en fait, c'est cette capacité que ces gens ont de faire des trucs auxquels ils ne croient pas. Ouais, comme Netflix avec les films. Comment? Comme Netflix avec le financement Ouais, de la ah ça production de c'est ça films. c'est une histoire incroyable, ouais. Je dînais avec le CEO de Netflix, il me dit, «Ouais, on a fait des films parce qu'on n'y croyait pas». «Hein? Quoi?» Et en fait, c'est cette capacité à vraiment
faire des choses hors du commun. Juste, est-ce que, à un moment donné, tu te dis, bah vas-y, le mec. Et en fait, tu vois, finalement, un jour, il me dit, mais je lui dis, mais je comprends pas, parce que moi, je passais mon temps à me friter avec les mecs, les familles. Je dis, à un moment, je lui dis, mais je comprends pas, tu crois pas. Vous savez pas, j'avais pas compris. Je dis, mais tu crois pas un truc et tu le fais quand même. Il me dit, bah oui, bah d'autant plus. Il me dit, t'as l'air de savoir ce que tu dis. Si t'as tort, bah on le saura, puis je t'apprendrai un truc. Et puis si t'as raison, ça va plus vite que d'essayer de comprendre pourquoi t'as raison. Là, c'est rarissime, ça. Putain, Et ça, vraiment, cette attitude-là, cette capacité à faire des choses, quoi qu'il arrive, auxquelles tu ne crois pas, et pas parce que tu écoutes tout le monde, mais parce que tu as choisi 2-3 personnes que tu as décidé d'écouter et tu t'y tiens, c'est vraiment un pouvoir magique. ouais, c'est rarissime. OK. Est-ce que, genre, pour finir sur, Payfit, t'as un truc en tête que t'as partagé et qui a vraiment changé un truc dans leur parcours, dans leur trajectoire? Et est-ce qu'après, t'as Heu, genre une ou 2 pour être leçons à partager pour des mecs qui essayent d'être dans des trucs un peu similaires? pour être Et honnête pour être honnête, j'ai beaucoup plus appris de Payfit qu'ils n'ont jamais appris de moi, hein, pour être 100 transparent. Et c'était la beauté de The Family, c'est qu'en fait, les meilleurs, ils ont pas besoin de toi. Enfin, Payfit serait une billion-dollar compagnie que The Family existait ou pas, hein. On a eu la chance d'être là et de faire partie du voyage, mais en fait, c'est comme les profs. Tu définis pas un bon prof à ses bons élèves, tu le définis aux pires élèves. En fait, ce qui fait un bon prof, c'est pas que les mecs qui avaient 20 sur 20 ont 20 sur 20. Ce qui fait un bon prof, c'est que les mecs avec 5 sur 20, ils ont 12 sur 20. Et je trouve que la valeur de The Family, en termes d'impact, elle était beaucoup plus impressionnante chez tous les mecs fracassés qu'on a transformés, que les génies pour qui tout ça était très naturel, en fait, tu vois? ouais, ouais. C'était Même c'était si les success stories sont overall moins impressionnantes, en termes de alors, professionnalité, c'est 10 je fois je plus dingue. je je vais pas te dire qui dans nos success stories a un mec fracassé, il y en a, hein. Parce qu'ils vont très mal le prendre et tout, ils verront pas l'amour derrière le truc. Mais je peux te dire que la majorité des success stories de The Family sont des mecs fracassés qui ont appris. Et ça, c'est ce qui rendait c'est ce qui rend le métier. Mais Payfit, c'est pas en fait, il y a 2 boîtes qui d'après moi étaient des touchés par la grâce, c'est, Payfit et Algolia. Ouais. Dans le portefeuille The Family, ces 2-là, bon, Algolia, j'ai tout appris d'eux, tu vois? Il y a un moment, c'était, le nombre de boîtes que j'ai sauvées dans The Family, sans qu'ils le sachent, parce que j'avais des conversations avec le CTO d'Algolia et il me disait des trucs et dans ma tête, je me disais: «Ah putain, mais il a tellement raison», et après Ouais, il j'allais y le a dire ça à à tous les côté. tous les autres et ils disaient: «Putain, il est super fort, Mmh. Oussama». Genre: Mmh. «Ouais, ouais, ouais, super fort, Mmh. Oussama». Mais en fait, je pense que c'était ça mon vrai talent. C'était Mmh. de repérer le talent des autres, de le processer, de le synthétiser, de le réunir et de le rendre, tu vois? Et d'ailleurs, je pense que si le mec d'Algolia avait donné les mêmes conseils, jamais personne n'aurait bougé. Parce qu'il avait pas le verbe. Bah, Lui, il c'était un disait des trucs CTO, très quoi. bruts. Ouais, il Ouais. disait des trucs très bruts et moi, j'arrivais à prendre le truc et j'en faisais des histoires, tu vois? J'arrivais Ouais, à tu le rendais changer le digeste. parcours des gens. Ouais, je rendais digeste, ouais. Putain, c'est fou ça. Putain, c'est fou. Et alors du coup, Algolia, parce que moi c'était Conscience sur la liste évidemment, parce que bon, c'est aussi une boîte de malades. Est-ce que t'as un truc à dire, genre un truc stylé à ce sujet? Peut-être un truc parce que tu vois, c'est gaulerie, mais effectivement un truc que ça t'a appris, de dingue, une histoire de fou à ce sujet, c'est une boîte de malades donc je sais Moi, pas. ce que j'ai appris, avec eux, c'est que le marché US est le meilleur marché du monde. Ça a été la première boîte française, à ma connaissance, qui avait ses ingénieurs en France et son commercial aux US massivement et qui a pas essayé de se faire chier à avoir des clients français avant d'aller aux US. Parce qu'à l'époque, la doctrine, c'était: tu as tes premiers clients en France, tu vas voir Orange, le CAC 40, tu galères à sucer des bites à tous les étages et puis, quand tu as fait ton premier million en France, tu pars aux US pour être crédible. Eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont été aux US day one et tout le monde se disait, moi je me souviens, tout le monde disait: «Eh, c'est n'importe quoi, ça marche jamais». Puis boum, et en fait, 90 des boîtes que je connais qui ont fait ça, qui ont eu un go to market US first, ont beaucoup mieux marché que les boîtes qui sont mortes. Et à un moment, il y avait cette blague que je disais dans The Family à chaque fois que je voulais convaincre quelqu'un, c'est que c'est plus facile
de vendre à un inconnu aux US par téléphone que de vendre à ton meilleur ami de lycée dont tu as été le témoin de mariage. Et un jour, je dis ça dans une conf sur scène, et il y a un mec qui fait « Oh putain, mon témoin, il a rien acheté !» Non, mais surtout le marché français et le marché US, c'est 2 marchés différents, tu vois? Genre, ils ont ça tu vois? Aux US, sur pas je pense que l'exemple, typique, la dernière fois, j'écoutais un podcast, c'était Spendesk, tu vois? Spendesk, quand ils se sont lancés aux US, ça a totalement ça a pas fonctionné, tu vois? Parce que justement aux US, là-bas, bah, tout est interconnecté, tu vois? Même là, c'est complètement 2 marchés différents, tu vois? Donc quand tu Ouais, commences en France, en fait, il faut que tu repartes de zéro aux US, tu vois? Donc exactement. Et puis le niveau, il est tellement au-dessus. Alors, en fait, il y a des le niveau failles aux d'exigence, US où tu d'exigence. peux rentrer, mais le Mmh. niveau d'exigence aux US pour start from scratch, il faut, enfin, c'est chaud, c'est chaud. On a chacun nos petites préférences. Moi, je t'avoue que ça, c'est peut-être un truc que je t'ai jamais dit, mais moi, la boîte qui m'a fait le plus kiffer, en tout cas, celle dont je t'ai entendu parler, je me suis dit: «Ouais, ça, c'est un truc de fou», c'est les fraises dans des conteneurs, Agricool. Genre, C'est toujours une ouais, boîte qui m'a, parce que je me suis dit: «Putain, je» parce qu'en fait, moi, je suis, enfin, un mec tech, donc tu sais, c'est compliqué toujours de voir la plus-value, d'une boîte tech. Là, je me suis dit: «C'est crystal clear». Il y a des mecs qui foutent des conteneurs, il y a des fraises. Une fraise, ça a pas besoin d'eau toute la journée, de soleil toute la journée. Ça met pile poil la bonne quantité, et mon rêve le plus ultime, c'est de goûter un jour une putain de fraise Agricool. Ouais, ça arrivera, sans doute jamais a priori, mais anyway. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné envie, d'investir, là-dedans, et enfin de t'investir là-dedans, et me parler un peu de leur aventure avec eux, parce que j'ai toujours rêvé de poser cette question, et c'est vraiment une boîte qui, bah, moi, m'a passionné, quoi. ce qui m'a motivé, c'était de manger des bonnes fraises. Je veux dire, c'était Mais maintenant. c'était très pragmatique, en fait. Les fraises, c'est dégueulasse. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de bonnes fraises. Après, tu peux acheter des fraises à 10 € et je sais pas quoi, OK, mais moi, je te parle de la fraise de supermarché qui n'a aucun goût. Et quand ces 2 jeunes sont venus me voir en me disant, «Nous, on peut faire des fraises en centre-ville qui ont le goût des meilleures fraises de la campagne», et qui est une troisième voie à l'agriculture avec, d'un côté, le bio qui te promet, un retour à la terre, mais qui est pas productif, de l'autre productif, mais qui est dégueulasse et qui a un empoisonnement. Moi, ça me plaisait, et puis, il faut reconnaître, quelque chose de très, très puissant, c'est que, bah, l'agroalimentaire et l'industrie agroalimentaire est pour moi l'une des industries les plus scandaleuses de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on est en train de voir là aux US, on est passé d'un enfant sur 100 000 qui avait l'autisme à un enfant sur 31. Putain. On est passé de 1 sur 100 000 qui avait une maladie chronique à 1 sur 5. Aux Et US. c'est évident que c'est ce qu'on bouffe, ce qu'on respire et ce qu'on touche. C'est pas la peine de venir me raconter que je sais pas quoi, ils ont sauvé l'humanité, machin. Et c'est en plus, c'est comme le tabac, c'est une des industries les plus evil du monde. C'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils achètent les scientifiques, ils achètent tout à tous les étages. Et c'est pas un truc conspirationniste, c'est des milliards et des milliards et des milliards en jeu. Trop d'oseille. Et bon, bah voilà, enfin, c'est un non-sujet. Donc c'est typiquement un sujet de désalignement d'intérêts. Ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'eau en France, où on nous explique qu'en fait, il y a des polluants éternels dans le Perrier et qu'on a juste changé le seuil du taux au gouvernement en sachant qu'il était toxique pour pas que nos petits copains de chez Nestlé finissent en prison, ça me rend dingue. Et Agricool, c'était ma façon de lutter contre ça, à un problème qui, moi, me tient à cœur. Et qui reste aujourd'hui un des problèmes qui me tient le plus à cœur, parce que je ne crois pas à la réponse écologiste à ce problème. Parce que on a besoin de trouver des méthodes. Et en fait, c'est pas la technologie de l'ennemi. L'ennemi, c'est la pétrochimie et le fait qu'à un moment, on a choisi la chimie pour résoudre des problèmes que peut-être il y avait d'autres méthodes, comme la robotique. Quand Agricool a montré beaucoup de choses, notamment le fait d'être précis dans la dose de lumière, dans la dose d'eau, grâce à la robotique et à l'IA, ça pourrait faire des trucs. Il va se passer des choses incroyables. Alors, Agricool est une boîte qui a échoué assez massivement parce qu'elle n'a jamais réussi à lever les fonds dont elle avait besoin. Il y a d'autres boîtes dans le monde qui essaient de faire la même chose et qui ont beaucoup de mal à lever. On n'a pas encore eu un Elon Musk de l'agriculture qui lève des milliards. Parce que ce qui est dingue chez Elon Musk, c'est sa capacité à lever des milliards pour des problèmes fondamentaux. Et
aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un d'équivalent qui s'est adressé au sujet. Mais ça va venir, parce que la tension, les gens sont de plus en plus conscients du problème. Les gens se rendent bien compte de l'empoisonnement général et de la douche générale. Et comme le tabac, tu verras qu'un jour, on fera des films où on disait « Putain, nos ancêtres se sont fait enculer par l'industrie truc. » Mais Tu c'est sais, mais c'est marrant parce que c'est quand même, l'une des industries les plus réglementées du monde, non? justement, c'est pour ça qu'ils nous enculent. Ce que les gens comprennent pas, c'est que la Les directs. régulation, c'est pas... La régulation, c'est le masque du mal pour justifier son mal. Et on le voit, Nestlé, régulation de l'eau. Ah, merde, le seuil, il est plus bon. Change de seuil, Gérard. C'est bon. Et donc, toi, tu te dis pas, c'est mon rôle de contrôler l'eau que je bois, parce que tu te dis, l'État a fait son travail. Mais à aucun moment, en tant qu'individu, on ne devrait faire confiance à l'État, qui n'est qu'une institution de mecs corrompus qui rêvent d'aller travailler chez Nestlé quand ils auront fini leurs 10 ans de labeur à changer les lois en faveur du géant. Parce Ouais. que tout ça, c'est des rapports de force. Et comme on ne te dit pas que c'est un rapport de force, toi, tu ne peux pas t'activer. Si tu sais que c'est la jungle, qu'il n'y a pas de régulation, que tout ce que tu manges peut être empoisonné, tu vas changer vachement de comportement sur qu'est-ce que tu choisis. Alors que là, tu te dis, on peut leur faire confiance. Il y a une autorité de régulation qui voit pour nous tout notre bien. Mais cette autorité de régulation, à long terme, finit toujours par être corrompue. La seule chose qui fait un contre-pouvoir, c'est la technologie, c'est le marché. Si des entrepreneurs arrivaient à fournir des solutions alternatives en prouvant que c'est de la merde, et ça, tu vois, Yuka, c'est par Brian exemple. Johnson contre AG1. Quand Brian Johnson il vient et dit j'ai pris tous les ingrédients d'AG1, j'ai fait des tests de labo, voilà le niveau d'arsenic, voilà le niveau de toxicité, vous pouvez télécharger les tests labo, je les ai mis en ligne en open source. Mon truc, j'ai mis les trucs open source, c'est le marché qui gagne. Parce que le mec il vient et il dit tiens, vas-y, regarde la data. Sauf que là, personne, tu vois, est-ce que ça te viendrait à l'idée, toi, quand tu bois de l'eau de Perrier, de te dire tiens, je vais acheter un petit doseur à la maison, je vais tester l'eau, tiens. Jamais. Parce qu'on est dans la putain de confiance. Et s'il y a bien Ouais. un domaine où il faut enlever la confiance, c'est celui-là. Mais après, t'en penses quoi de Yuka, toi? Deux. Yuka, tu connais? L'app avec le Ouais, la la ouais, la la je carotte, connais là? Yuka. Ben ça, c'est pour moi, c'est des bonnes réponses de marché. Ça, c'est un truc. D'ailleurs, les industries ont tout fait pour essayer de le buter. Tu vois, je crois qu'il y avait une histoire avec le jambon, je sais pas quoi. Ils ont eu un procès. Ils Ils ont ont eu dit que plein le de procès. jambon. Comment? Ils ont eu Ils plein ont de eu plein de procès. procès. Ouais, ouais, forcément. Mais tu vois, le truc, c'est qu'aussi, le problème, c'est que, genre, il y a tellement de lobbyisme là-dedans de comment tu lèves, tu vois. Comment tu lèves, Ah, mais quand ça, peut-être tu décides de c'est là où tu as conclure. besoin d'un Elon Musk. Tu as besoin d'un mec. Ouais, qui Tu est as besoin déjà d'un mec big. magnétique qui va chaffer des milliards. Hein. C'est pas un truc que tu vas faire avec 20 balles. Hein. Ouais, Ouais. clairement, ouais. Clairement. Ouais. Et le problème, c'est que le mec average qui veut lever là-dedans, il va se faire fusiller. Enfin, il arrivera jamais C'est à lever. impossible. Pour moi, je pense que l'avenir de l'agronomie et l'avenir de la façon dont on s'alimente, ça va être un des sujets de guerre les plus intenses du monde. Intense. Parce que le niveau des intérêts, le niveau de dinguerie des mecs en face, il est fou. Il est Ouais, ils fou. sont prêts Et à... vraiment, tu sais, on parle tout le temps de complot et tout. Moi, ça fait longtemps que je le dis. L'un des complots qui m'inquiète le plus, moi, c'est que ces gens-là ont un intérêt immense à nous défoncer. Et on le voit bien tous autour de nous qu'on va pas bien. C'est pas normal. La dernière fois, je regardais France 2, j'étais dans un hôtel. J'allume France 2, truc que je fais jamais. Et là, tu as le journaliste qui dit voilà, on a analysé les tomates, les oranges, les pommes. Il y a 200 fois moins de vitamines qu'en 1950. Je suis là, mais attends. Si on en est au niveau que France 2 dit ça, Ouais. ça veut dire que le problème, il est fois 1000. C'est-à-dire que les mecs, ils sont en... Ça s'appelle de la construction de narrative. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit, bon, les gars, on va plus C'est pouvoir chaud. leur faire passer qu'il n'y a plus de vitamines. T'inquiète, on va faire des reportages télé pour que la dinguerie devienne normale. Ouais. Et donc, la nana, tranquille, sur France 2, bah oui, bah c'est normal, machin. Mais non, il n'y a rien de normal. Foutez-le tous en tôle. Enfin, il y a un moment, on est là à nous casser les couilles, soi-disant que, je sais pas quoi, il y a des escrocs partout sur Internet. Non, non.
Ils sont là, les escrocs. Ouais. Les vrais escrocs, c'est les mecs qui font qu'il y a 200 fois moins de vitamines dans les oranges en 50 ans et que tout le monde trouve ça normal. Et ils butent Ouais. des gens. Et ces mecs-là, ils seront jamais Ah, mais punis. c'est- Ils Ouais. seront jamais punis, ces mais mecs. j'ose même pas imaginer le jour où les générations futures feront un compte et que des historiens travailleront sur l'impact de tout ça, ça va être un carnage. Ouais. Mais Et, nos petits-enfants vont se foutre de notre gueule. Hein. Ça, c'est... Moi, j'essaie souvent de réfléchir et de me dire, OK, c'est quoi les sujets dont mes petits-enfants vont se foutre de ma gueule en me disant, franchement, c'est un peu gros quand même, non? Et ça, c'est évident. Ça, c'est le sujet, je suis sûr que mes petits-enfants vont se foutre de ma gueule. ça, industrie pharmaceutique aussi, same shit. C'est Ouais, bah, évidemment. De terrible. toute façon, Ok. ils sont tous copains, ils s'achètent entre eux, ils se Ah bah, fréquentent. de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que s'il y en a qui donnent plus assez de vitamines, l'autre, il a pour t'en vendre. Donc, au moins, comme ça, Exactement. c'est florissant comme écosystème. Non, mais ils sont forts, ils sont Incroyable. forts. Il n'y a pas à dire, dans leur conneries, ils sont forts. Mmh. Kiki, je crois que t'es un grand fan de Captain Train. Je sais pas si tu Moi, veux en j'ad- moi, parler un je- petit peu avec Ous, euh, parce que je sais que c'est la boîte Ah, de malade. Capitaine Moi, Train, quelle boîte. tu sais où le premier livre que j'ai fini de ma vie, c'était C'est l'obsession du service client du Head of Customer Success de Captain Train, tu vois. C'est le ouais, premier livre que j'ai fini de ma vie. Et après, ça m'a lancé sur la lecture, tu vois. Et j'ai trouvé ce livre. Enfin, en fait, ce livre m'a fait me rendre compte à quel point, en fait, le service client, ça pouvait être un moyen d'acquisition. Et d'avoir un mec aussi intelligent qu'il s'appelait Jonathan Lefebvre, je crois, aussi intelligent que ce mec-là dans une boîte. Après, bah, du coup, bah, je me suis intéressé à l'histoire de cette boîte, même si c'est pas ma génération, tu vois. 2015, j'étais encore tout petit. Mais du coup, ouais, enfin, ça devait être ouais, impressionnant. ouais. Alors, eux, c'est vraiment les génies des génies. Jean-Daniel Guillot, entrepreneur hors du commun, qui d'ailleurs fait une banque maintenant, je crois, Ouais, qui il fait une s'appelle banque, Memobank. Memo Bank, avec le même niveau de folie et de précision et de talent au produit. Capitaine Train, ouais, le service client, d'ailleurs, Jonathan, on a fait des pieds et des mains pour qu'il écrive ce livre. Ça, c'est le drame français que, en fait, C'est terrible, on n'imagine pas le nombre de mecs exceptionnels talentueux. Ouais. qui ferment leur gueule, qui pourraient faire des podcasts, qui pourraient faire des livres, qui pourraient faire des articles, Mais des tu tweets, rigoles, mais mais Jonathan, je lui ai envoyé un message. Je l'ai invité sur Merci Internet, tu vois. Il a dit qu'il avait pas le temps, tu vois. Je lui dis: «Mais putain, on peut faire une masterclass sur le service client», tu vois. C'est tu vois, pareil, Jonathan, bah, je lui ai envoyé un message et c'est ce que je disais à Alexis, c'est que, tu vois, là, maintenant que c'est mon nouveau secteur, la tech et cetera, pour l'instant, bon, j'ai pas un nom, tu vois? Je suis encore un du coup, c'est un peu co c'est je me rends compte de la difficulté. C'est bien plus dur de recevoir un entrepreneur de la tech sur son podcast que de recevoir n'importe quel autre entrepreneur, tu vois? Ça, je m'en rends Même un compte quand salarié, c'est plus compliqué de mais recevoir même un les salarié salariés, average de la tech ouais, qu'un ouais, mec qui fait quelques dizaines de millions sur d'autres business, quoi. C'est ouais fou. et c'est vrai que dans ce milieu-là, enfin, tout le monde ferme sa gueule, quoi. Mais partagez la valeur, quoi. Merde, tu vois? Genre, c'est de toute façon, si les Français partageaient autant que les Américains, on rayonnerait de malade, hein, parce que le niveau technique, le niveau, les fous qu'il y a en growth, là, j'avais en Better Colus, j'avais le mec qui faisait tout le growth et le go-to-market de MongoDB, qui est un Français. un Français, Mais, putain, mais mais, c'est mais, toujours des mais Français. le mec, il est dans le top 5 mondial du growth marketing, en fait. Et to be, etc. Donc, en fait, il y a, ça manque de partage. Ça Ah manque ouais, fondamentalement de partage. ouais et quand ils Mais partagent, ils vont sur des parce que le problème, c'est qu'ils ont peur. Et ils voient comment les mecs comme nous se font tabasser et ils se disent, ouais, pas moi, quoi. ouais, ouais. Ah, de toute façon, mais c'est fait pour, hein. Si vous, on vous enfin, si les mecs qui sont fracassés en place publique, c'est pour que les autres, ils ferment leur gueule, quoi. C'est Ouais. essayer de donner l'exemple, mauvais Non, mais exemple. tu vas en avoir Exactement. quelques-uns, tu vois? Tu vas avoir le mec de Star of the Service là, je me rappelle plus. Il est incroyable ce mec, je l'adore. Ouais, il est incroyable, tu vois? Et tu vas en avoir quelques-uns comme ça, tu vois? J'ai l'impression que ça commence un Non, petit peu à se ça ah ouais? commence, ça commence rien du tout. OK, Il y a des mecs, mais c'est pas le début. C'est juste, OK.
Ouais, c'est une stat. Parce qu'en vrai, ouais. Attendez, mais vous imaginez pas, Lucas, donc Lucas, c'est un de mes meilleurs amis et c'était la 3e boîte rentrée dans. Donc, lors des boîtes de The Family, c'est 001, une boîte qui s'appelait SportHub, qui n'existe plus, mais dont le CTO de cette boîte va devenir le CTO de Conto. Incroyable. Et le mec a appris à coder à The Family en première office hour. Mais Il m'a dit, ouais, on cherche un CTO et tout. Je lui ai dit, vas-y, apprends à coder toi-même, m'emmerde pas. Et ce mec va devenir CTO. Ensuite, deuxième boîte, c'était Itch 002, Algolia 003 et Star of Service 004. putain, les gros, ils sont. Oh, sa mère. Oh, ça a chiffré c'est- fort vite. Hein. Ouais, ça chiffre vraiment vite. Et en fait, Star of Service, c'était extraordinaire. Dans le genre bourrin, C'est j'ai un jamais malade, vu lui. une web page. C'est un Jamais vu un malade. mec comme ça. C'est un malade Et en mental. fait, moi, ça fait longtemps que je dis à Lucas, vas-y, parle et tout. Et là, il s'est chauffé. Et ce qui est fou, c'est que quand il s'est chauffé, ils lui sont tous tombés dessus. Tous. Il y a plein d'entrepreneurs de famille qui lui ont dit, non, fais pas ça, il faut pas faire ça, c'est pas bien, tatati, tatata, blablabla. Tu vas te ridiculiser, tu fais des vidéos comme Oussama Hamar et Anthony Bourbon, tout le monde les déteste, nanana, blablabla. En plus, le mec qui disait ça, c'était un mec qui était pote avec Anthony Bourbon. Dans ma tête, je me disais, putain, méfie-toi de tes amis parce que les ennemis, eux, au moins, tu sais qui ils sont, quoi. Et, euh, et en fait, il y a un moment, tu dis, mais laisse-le tranquille. Le mec, il veut faire ses vidéos, qu'est-ce que tu viens? Et c'est fou. Et tu dis, et je dis à Lucas, mais c'est quoi son problème? Il me dit, mais c'est pas le seul. Il me dit, tous les jours, il y a un mec qui m'écrit pour me dire, arrête. Arrête tes conneries. C'est la vendetta. Ils sont Mm. tous là. Et franchement, c'est malheureux parce que c'est une perte de valeur. Quand tu vas aux US, tu vois, Marc Andreessen, il fait des podcasts, il y a Elon Musk qui lui répond, Ryan Naval, Chesky. qui pige, Brian, machin, tout le monde parle tout le temps, à toutes les échelles, de l'employé jusque machin. Et ça donne une caisse de résonance et de savoir collectif de dingue. Sûr. Et nous, en France, on tourne en rond. En plus, on n'aime pas parler anglais, donc on risque pas d'aller parler dans cette caisse de résonance. Ouais, et Donc, le pire, c'est au que moins, tu vois, on pourrait créer une caisse francophone de résonance avec plein de savoirs. Mais non, on se laisse dominer par les anglo-saxons et en plus, on s'en plaint. ouais. Et le pire, c'est que tous les mecs, parce que les gens ils se rendent pas compte du nombre de Français talentueux qui sont dans des boîtes étrangères. Tous ces mecs-là, du coup, ils vont parler, mais ils vont parler sur des podcasts anglais, tu vois. Moi, j'ai écouté Oui, la dernière fois le podcast du Head of Growth de Revolut. Bah, le Head of Growth de Revolut, c'est un Français, les gars. ouais, Et il parlait sur un podcast anglais. Alors moi, j'ai trouvé ce podcast, mais personne n'est au courant que ce podcast, il existe sur le marché français, tu vois. Et c'est des mecs qui vont jamais faire de podcast en français, tu vois. Donc, c'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. À quel point la connaissance est enterrée. ouais, carrément. Donc, ouais, si en 2-2, Capitaine Train, si t'as un truc à dire dessus, parce que c'est aussi une boîte de merde. Obsession produit, obsession support client et le service client nourrit le produit et le produit nourrit le service client. Ça, c'est la formule magique de Capitaine Train que tu peux refléter dans n'importe quelle industrie. Et il faut pas vraiment pas hésiter à lire ce livre. Il faut l'acheter et il faut pas hésiter à vraiment mettre énormément d'importance dans le produit parce que c'est ce qui, à la fin, fait gagner quand même malgré tout. Alors, le problème, c'est si on fait que du produit et qu'on fait pas de marketing, bah, ça pose des problèmes. Et ça, c'est le drame de l'ingénieur français qui ne se sent pas à l'aise. Mais il faut pas être doctrinal, il faut faire les deux. C'est pas parce qu'on fait du marketing qu'on fait un mauvais produit, c'est pas parce qu'on fait un mauvais produit qu'on fait marketing. Et puis la vérité, c'est que aussi, sur une vision moyen, long et très long terme, le produit, il pèse de plus en plus dans la balance, j'ai l'impression, tu Ah, vois. ben le produit, c'est ce qui reste à la fin quand tout le reste a disparu. Hein. Ouais. Donc, ouais, Et il c'est faut dur de forcément. faire du produit. C'est très Franchement, dur. il n'y a rien. Je pense vraiment qu'il n'y a rien de plus dur que de faire du produit. C'est tellement, les gens sont tellement, ils font n'importe quoi. Ils font toujours des trucs que tu n'avais pas imaginé qu'ils feraient. C'est très déprimant. Ça rend parano, ça rend déprimé. Enfin, il y a un côté très très dur dans le produit. Ouais. Ouais, Et je suis aussi assez d'accord. Captain Train, le focus, non? Parce que eux, ils avaient, de ce que j'ai compris, hein, ils avaient les clients, ils disaient: «Mais pourquoi vous ne vendez pas ça? Mais pourquoi vous vendez pas ça?» Non, nous, on va faire que ça. Et ça, c'est hyper important. Ouais, la Ça, c'est sûr capacité de aussi. focus, elle est très 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 importante.
quand tu as des clients qui viennent te siffler toujours dans l'oreille, moi je vais acheter ça, je vais acheter ça, avoir les couilles, le courage de dire, mec, je ferai que ça, Mmh. quand les gens te le disent, Ouais. c'est difficile, mec. C'est Ouais. vraiment difficile. Euh, J'étais chaud de conclure la partie startup avec Itch, évidemment, avec cette histoire de malade. Parce que ça, en vrai, ben, nous, on le sait, parce qu'encore une fois, on a écouté les Office Hours, on a écouté les Anyone Can Scale, etc. Mais il y a plein de gens qui savent pas de la révolution de malade que ça a été et du bordel que ça a foutu pendant une vraie période. Est-ce que tu peux nous raconter en rapide ce qui s'est passé avec Itch? Parce que c'est fou furieux. Ah, et c'était la guerre. C'était vraiment la guerre. C'est dans le dans Mais tu alors sais que ça déjà m'excite ce truc, ça m'excite ce truc. C'est pas... déjà je m'attendais pas en faisant un incubateur de start-up de finir avec des menaces de mort. Ça c'était quand même ça c'était next level par rapport à ce que C'est des taxis qui t'ont que menacé de mort? ouais, ouais, ouais. Enfin, les taxis, on n'a jamais su qui exactement, mais j'ai reçu des lettres en écrivant, tu sais, en petites lettres, tu vas Ouais, finir coupé en morceaux dans la Seine. Alors truc déjà, de je me film. disais, ça fait beaucoup de travail quand même. C'est un sacré gabarit quand même, donc bon, il y a plus simple. Mais ouais, c'était intense. Et fondateur de Hitch, hors du commun, nerf d'acier, jamais peur, vraiment avec une vraie vision. Et puis nous, on a tapé, on a tapé, on a tapé, et on a tapé pour que... Tu vois, on a même, quand Macron était venu visiter The Family, on l'avait un peu piégé en mettant le mec de Hitch au milieu de la salle. Et en disant, ouais, il y a des gens qui ont des questions. Ah, tiens, Teddy de Hitch, vas-y, lève-toi. Et Macron, à l'époque, il se tournait vraiment en mode, si tu crois que je sais pas ce que tu viens de me faire, espèce de connard. Et moi, dans ma tête, j'étais là, pou, 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 pou. Mais non, 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 Ça non, devait être super non, drôle. hasard, il était là. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs, Teddy? Donc ouais, non, non, c'était une sacrée, sacrée, sacrée époque. Après, vraiment, aucun autre fondateur n'aurait pu résister à un tel niveau de stress. Normalement, l'histoire classique en France de ce genre de truc, c'est bah, j'ai des emmerdes, je lâche et je pars faire autre chose, quoi. Mmh. Lui, c'est C'est quoi qu'on lui vraiment... reprochait, en fait? Bah rien, il n'avait pas le droit d'exercer une profession illégale de taxi. Enfin, tu sais, son modèle, c'était que c'était pas des VTC, c'était monsieur et madame tout le monde qui ramenaient des gens le soir et le week-end de soirée. Et il est illégal en France que monsieur et madame tout le monde vendent de son temps. Et en plus, à l'époque, enfin, c'était à mourir de rire, mais Teddy, il avait un discours de dire on est du covoiturage de courte durée. Et donc, il y avait un mec qui avait bâti une licorne sur le covoiturage. Bah, C'était Blablacar. Blablacar. Et eux, se Ouais. pétaient un câble. Mmh. Et eux, ils arrêtaient pas de mettre des coups de couteau dans le dos, dans les ministères et tout, en disant mais non, pas du tout. Nous, on n'est pas du covoiturage. Eux, c'est pas du covoiturage. Non, faut les punir et tout. Et dans la tête, je me disais, oh, tellement petit, quoi. Tellement. Même pas. En plus, t'imagines, tu t'es fait défoncer pour créer ta boîte. Là, il y a un nouveau qui arrive, tu devrais avoir un réflexe de mais vas-y, Ouais, je vais on va t'offrir ce l'aider. que moi, j'ai pas eu. Mais non, allez, comme les autres, je donne des coups de couteau. Et Ah, allez, et en discretos, et dans Tout ton le temps. dos. Et jamais je te dis, et jamais je te le dirai en face. Et en fait, ils sont tous fatigants. Ils sont tous fatigants dans cet écosystème pour ça, parce que, en fait, comme la France est une royauté dans laquelle tout le monde rêve d'être près du roi, grosso modo le président, ils sont prêts à tout faire pour ça. Ils veulent bien, tu vois, ils sont prêts à n'importe quoi pour simplement dire, moi aussi, j'ai ma table. Moi aussi, je connais machin, je truc. Et d'ailleurs, la passion des entrepreneurs français pour fréquenter le politique, moi, ça m'énervait. C'est par exemple, tu vois, aux US, le gouverneur de Californie, à part quelques entrepreneurs qui ont besoin de régulation, ça ne viendrait pas à l'idée du mec qui a une start-up random de se faire inviter, à aller faire des photos au palais gouvernemental. En France, dès qu'il y a une invitation de l'Élysée, ils sont tous là, ils sont contents. Et machin, ah, j'ai été invité par l'Élysée, je connais le conseiller, machin. Et ça, c'est le petit monde. Et c'est très toxique, en fait. c'est des Parce putains qu'en de fait, trous. les entrepreneurs devraient passer plus de temps à essayer de trouver comment fréquenter Mark Zuckerberg et Elon Musk,
que de fréquenter Emmanuel Macron, en fait. Il est Ouais, bien sûr. sympa, Manu, hein, mais il a rien d'intéressant à dire sur comment créer une licorne. Hein. Ouais. C'est vraiment des putains de consanguins, sans déconner. C'est incroyable. C'est très consanguin. Incroyable. Alors moi, je me rends compte d'un truc là, enfin, depuis que je m'intéresse un peu au monde SaaS, tech, etc. C'est qu'en vrai, ce qui fait la diff souvent sur le lancement, c'est des mecs qui trouvent des hacks growth de malades, des stratégies marketing de dingue qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois, des trucs un peu fous. Toi, est-ce que tu as eu genre quelques éclairs de génie comme ça chez The Family? Où tu as sorti une méthode growth de malade, où ton équipe l'a fait, et où il y a eu un switch dingue, un truc auquel on pense pas trop comme ça, mais on s'est dit, putain, ça a eu un vrai impact sur la croissance de certaines boîtes, quoi. Ah, mais à un moment, on faisait que ça. Ça, toutes les semaines, on sortait une dinguerie. Ma préférée, parce qu'elles sont un peu toutes expirées, mais le playbook, à un moment où on avait vraiment nail un truc, c'était le CC de pression. En fait, je m'étais rendu compte que il y avait une façon toute bête de faire bouger plein de gens quand tu voulais quelque chose. C'était de mettre en CC visible. Tu envoies un call d'email à 20 personnes et tu les mets en CC visible. Ok. Et donc, tu n'envoies pas en one-on-one. Tu envoies à 20, 30 mecs. Et sauf que dans les 30 mecs, il y a 2 complices qui ont des vrais postes, qui sont un peu connus. Et eux, ils répondent en 15 minutes, ouais, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. L'un après l'autre. Et après, tu vois les 28 autres le faire. Et ça a marché à tous les coups. À un moment, on était, mais j'en pouvais plus, moi. C'était addictif. C'était addictif. C'est Genre, trop smart. n'importe quoi. Genre, par exemple, tu lances ton bêta test, tu as besoin de mecs qui payent pour le bêta test, tu trouves pas de mecs. Allez, 40 mecs au hasard, 2 que tu connais, les 2 ou 3 que tu connais, ils répondent, boum, les 37 convertissent. L'effet de Et masse. c'est comme au resto, hein. Il y en a un qui prend un plat, tout le monde prend le plat. Ouais. Tu sais, tu as ce phénomène au resto. Il y en a un qui Ouais, je vais prendre danse. ci. Ouais, Il y en a un qui danse, danse, tout tout le le monde monde danse. commence à danser. Et ça, c'était une stratégie de growth hyper intense. Par mail. Trop smart. Ah, c'est la folie. Bois ton coup, ou ça, hein, si tu veux, je te bois un petit coup. J'ai l'impression que t'es à sec. J'ai l'impression que t'es à sec. Comment? Bois ton petit coup, je disais, si tu veux. Ah ouais, je veux bien, ouais. Avec ta dégainé une bouteille. Evian, qui n'est pas sur la liste des marques polluées. Bravo les gars chez Evian, je suis fier de Ah vous. putain, solide. Je suis Mais content bon, d'avoir misé sur vous. mais bouteille en Vous, plasto, same shit vous, apparemment. vous et le Apparemment, San Pellegrino. apparemment, on bouffe une CB par an en microplastique, donc bon. Dans le malheur, il y en a des pires que d'autres. Je pense qu'entre polluant éternel et un peu plastique, je prends le Ouais, faut plastique. le plastique, ouais. Ouais. Corda. Je suis corda. Mais ici, en plus, ici, à Dubaï, acheter des packs d'évian en verre, frérot, le price, mon gars, que c'est gravissime. Mais c'est quoi la marque déjà en vert, la Voss, non? Voss, ouais. Voss, Ouais. ouais. Voss, C'est bien ça. Bah, tu sais, il y a un truc que j'ai jamais capté, c'est que Fidji, c'est aussi cher que Voss, alors que Fidji, c'est du plastique. J'ai jamais capté ce truc. Ouais, mais Fidji, ouais, en plus, je crois que. C'est du marketing, Fidji. Ouais, Ouais, c'est le problème du Très, marketing. très ouais. fort en marketing. Fidji, frérot, en marketing, c'est trop sport. Or que Les c'est gens, du ils en parlent plastique pas de assez. merde. C'est du Ouais. plastique de merde. C'est dingue. Moi, il y avait un truc que je. Parce que, effectivement, là, maintenant, on entend beaucoup ce truc-là de quand tu lances un truc, tu focuses sur un produit, un truc, etc. Toi, tu as toujours été très bon pour vulgariser et puis donner, tu vois, des frameworks qui fonctionnent bien. Là, en ce moment, c'est l'émulsion autour des SaaS, tout le monde veut lancer. Bon, évidemment, il y a du coup de plus en plus de Mongols qui lancent tout et n'importe quoi, mais au moins, ça fait des gens qui essaient et en vrai, ça crée quand même du mouvement, c'est cool. Est-ce que tu es capable de sortir un framework comme ça, genre en 2-2, les conseils straight line que toi, tu donnerais à des mecs qui veulent se lancer là-dedans pour résoudre un problème spécifique, lancer rapidement un MVP et avoir du retour du marché? Alors, le monde, il a vachement changé. Là, les 6 derniers mois, ils sont hardcore. À peu près tout ce qui était vrai à l'époque de The Family est plus vrai aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai essayé de remettre des conseils go-to-market en me disant, OK, c'est quoi le
c'est quoi le go-to-market d'aujourd'hui? Alors, donc, je pense que 90% des articles qu'il y a sur Internet qui expliquent comment faire une startup ne sont plus bons aujourd'hui. À ce point-là. Ouais, au moins, au moins. Je pense que le taux d'expiration, il est complètement fou et que l'IA a changé beaucoup, beaucoup de choses et qu'on n'a pas on n'a pas encore compris la profondeur du changement que l'IA a apporté. Mais je me suis amusé à regarder les 20 boîtes qui ont grossi le plus rapidement en MRR sur les 12 derniers mois. Et j'ai fait un tableau comme ça, toutes les pratiques qu'elles ont fait, et c'est quoi les pratiques les plus courantes. Alors déjà, si tu prends les 20 boîtes qui ont grossi le plus rapidement en MRR, elles ont systématiquement un building public de la part du CEO. Toutes. Ce qui avant n'était pas vrai. Et je vois très bien pourquoi le building public d'un seul coup il devient complètement dingue. Parce que qui dit IA, marketing, automatisation, machin, bah en fait, tu peux pas Ça dépersonnalise résister, pas tu ta peux pas te chair. déverser si t'as pas ça. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils sont tous community-centric growth. Il y a eu plusieurs phases de growth. D'abord, il y a eu le sales growth. Donc, c'est tes ventes viennent de l'effort de sales. Puis, il y a le product-led growth. J'ai pas des sales, mais j'ai du produit et le produit m'amène à développer de nouveaux trucs. Et puis maintenant, il y a le community-driven growth, community-centric growth. Et le community-centric growth, il a complètement changé la donne. On n'est plus du tout dans la même, dans la même perspective. Alors, c'est quoi le community growth? C'est le fait qu'en fait, tu bâtis des communautés, des Discord, des machins. On parle tout le temps de mid-journée. Mais mid-journée, c'est une growth communautaire. Bien sûr. 80% de la growth de mid-journée, c'est des mecs qui publient des trucs dans le Discord pour se la péter, pour dire j'ai fait mieux que toi, regarde moi mon truc, j'ai utilisé le prompt. Ah, et si tu regardes la façon dont le produit est bâti dans mid-journée, il est bâti for community. Le Bah, il est dans Discord. Explore, comment? Il est dans Discord. Il est dans Discord. C'est Et fou ça. surtout, le Explore sur le site, il est incroyable. Moi, 90% des prompts que j'utilise en mid-journée, c'est après avoir Explore. Ouais, je J'essaie vais aller jamais de m'ins taper mes propres prompts. Je je vais aller cherche m'ins des images, je je vais aller truc, m'inscrire. et je génère le même prompt, ça me fait des nouvelles images, et let's go. Ensuite, il y a vraiment, il faut sortir de l'enterprise sales. Tous les trucs où il faut appeler, machin, c'est fini. Sur les 20, il y en a 20 qui sont self-service viral product. Tu viens, tu mets ta carte de crédit, tu l'utilises immédiatement. Tu as tout de suite un free trial, ta machin. Le coup de je t'appelle pour faire une démo et en fait, je vais te montrer, machin. Ensuite, avant, il y avait le B2B. De l'autre côté, le B2C. Et c'était Ouais, très différent comme go-to-market. mmh. Maintenant, les Américains, ils appellent ça le prosumer. C'est le consommateur pro. C'est des outils B2B, mais qui sont vendus comme du B2C. Et donc, les deux mondes mergent. Et je pense que si tu veux faire un SaaS B2B en ce moment, au lieu d'aller lire des articles sur comment faire un SaaS B2B, tu ferais mieux d'aller lire tous les articles qui ont été écrits entre 2008 et 2014 sur comment faire une app virale sociale. Parce qu'en fait, tout est là-dedans. Tim Ferriss, iBring Traffic, growthhacker.com, tous ces mecs-là dans les années 2008, 2009, 2010, 2011, ils ont inventé le playbook que tu peux aujourd'hui utiliser en B2B. Ensuite, l'influencer marketing est hyper important. Et un truc que les gens ne comprennent pas sur comment faire de l'influencer marketing, c'est que le meilleur moyen, c'est de le faire de façon continue et en s'appuyant sur les trends. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, tu as un produit, je sais pas, on va prendre un exemple à la con qui fait des pubs. Et bah, tu regardes toutes les trends de pubs sur TikTok et toutes les semaines, tu fais poster à tous tes influenceurs j'ai voulu faire la traîne bébé, voilà mon workout.
écrivez workout pour avoir le truc. J'ai voulu faire la traîne, machin, un truc. Ah, j'ai Ghibli, vous voulez avoir votre image en Ghibli pour faire votre pub, ah, machin, un truc. Et donc, il faut prendre toutes les tendances, vraiment avoir un mec qui, toute la journée, regarde les tendances, et bam, tu les surfes, et tu repostes, 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 et tu repostes en continu. Et je pense que ça, c'est le nouveau go-to-market. Bon, Je j'ai pense à 5 la sur faute. 5. Comment? J'ai 5 sur 5. Ouais, mais je sais, d'ailleurs, je te trouve très fort. Je te l'ai dit en public sur LinkedIn, mais je Merci trouve que beaucoup. tu fais un des meilleurs builds in public qui m'a été donné de voir depuis longtemps. Trop stylé. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Les gens, ils sous-estiment à quel point aller recruter cette armée même de micro-influenceurs. Tu sais, ils imaginent, il faut prendre des grosses têtes, mais même, enfin, Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. prendre que des micro-influenceurs, Ouais. copier les trends et juste Et bombarder, quoi. surtout, attends, il y a un truc hyper intéressant dans l'influence, c'est que c'est pas cher l'influence maintenant. Quand tu avais de l'influence, ça c'est un vrai truc, c'est qu'aujourd'hui tu peux avoir des tweets, des réels, des TikTok, etc. À prix cassé. Enfin, c'est les soldes, tu vois. Alors qu'avant, il y a 2 3 ans, en partie sur le marché français, etc. Enfin, un réel, c'était 3 000, 4 000, 5 000, 1 000 $, 15 000 $ et tout le monde s'enflammait sur les prix, tu vois. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, tu peux vraiment faire de l'influence pour pas beaucoup d'argent, tu vois? C'est soldé et ça, tu peux faire 20 TikTok chez 20 et tu as beaucoup plus de créateurs de contenu. C'est pour ça aussi que c'est soldé. C'est parce qu'en fait, bah, l'offre est bien plus grande, tu vois? Donc tu as plein de petits tiktokers qui font plein de vues comme ça avec des vidéos ultra naturelles et cetera et qui ont une communauté très qualitative et ça, tu peux avoir pour 100 balles, 200 balles la vidéo et tu bombardes là-dessus, tu vois? Donc et ça, c'est un point qui est quand même assez important, c'est que l'influence aujourd'hui, elle est, comme en 2017, tu vois? Quand elle a «commencé» entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de créateurs et les prix ont vraiment baissé, tu vois? Même les prix chez les gros créateurs ont baissé, tu vois? Tout a baissé et donc ça, c'est intéressant en termes de Oui, parce budget. qu'en fait, mais même, genre, parce qu'avec l'IA et tout, il y a tout qui devient une commodité. Enfin, même parce que, genre, tu couples ça à une armée de clippers qui fait que des contre-ripostes et qui ripostent toute la journée. Mec, il y a tout le monde qui fait ça aujourd'hui. Ouais, Ouais. Et ça génère tellement de trafic. Et ça, ouais, ouais, effectivement, c'est c'est fou. smart et c'est pas cher. C'est la différence, c'est pas cher, Mmh. mec. Ouais. Effectivement, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ok. C'est quoi, là, du coup, Ous, pour toi, c'est quoi les grosses conneries à éviter sur des mecs qui veulent lunch un peu dans ce. Ouais et ce qui est intéressant, c'est les grosses conneries que tu disais qui étaient vraies avant et qui seront fausses, enfin qui sont fausses aujourd'hui. Je pense que dépendre trop des ads est en train de devenir une connerie. OK. Tous les, hem, tous les trucs qui dépendent des ads, c'est très dangereux. Ensuite, je pense que la connerie que tout le monde fait en ce moment, c'est de pas itérer assez vite, de croire que tu as 3 mois. Il faut vraiment faire des weekly release. Je pense que le daily release est le top du top, mais c'est très dur. Mais le weekly release est le minimum, minimum. Il peut se passer tellement de dingueries en une semaine que tu as pas le Ça temps chip en de produit, voir. hein. La Ouais, vitesse Ouais, d'exécution ça chip produit, trop c'est vite. ouais, impressionnant. ouais, ouais. Sur toutes les boîtes, c'est Strava. Tu regardes toutes les boîtes tech, elles ship un nombre de trucs par semaine, par Ouais, mois et un nombre de grosses features qui est impressionnant, je trouve. ouais, Tu regardes hyper important. Revolut, c'est fou, ouais. Ouais, hyper important. Ensuite, il faut développer un véritable sens du recrutement où avant tu recrutais pour croître, maintenant tu recrutes pour changer de palier. Et donc, ça veut dire que avant tu faisais 100 entretiens pour recruter une personne. Maintenant, tu vas peut-être faire 1000 entretiens pour trouver la bonne personne qui a les bonnes compétences qui changent tout. Et donc, ça veut dire développer un véritable sens là-dessus. Et je pense que la dernière connerie, c'est de dépenser trop d'argent trop vite. S'il y a bien un moment où en ce moment, il faut être calme sur le cash burn, c'est en ce moment parce que ça va trop vite en fait. Donc, il faut petite équipe qui ship très fort, qui itère rapidement, qui teste et qui dépense le moins d'argent possible en marketing. Tu conseilles de lever ou de bootstrap? Alors, ni l'un ni l'autre. Lever Bootstrap, c'est pas vraiment un choix, c'est une contrainte opérationnelle.
Ok, Il y a des boîtes qui ne peuvent pas exister sans lever, il y a des boîtes qui ne bien peuvent pas sûr. exister sans bootstrap. Et donc, en fait, il faut vraiment. Ce qui est compliqué, je pense, pour la plupart des gens, c'est de savoir analyser leur boîte pour savoir si elle est bootstrapable ou pas et pour savoir s'ils peuvent lever ou pas. Euh, et ça, c'est vraiment. Ça change vraiment la donne. Tu vois, par exemple, toi, dans ton cas, Kylian, moi, si j'étais toi, je lèverais. Ok. Parce que tu pourrais faire quelque chose que tu ne fais pas actuellement, qui est de faire un vrai go-to-market enterprise pour aller installer du TAP à 10 000 euros par an, 20 000 euros par an dans des gros comptes. Tu prennes des milliers de liens, des médias, des machins. Et en fait, ce marché-là, tu ne peux pas le conquérir sans une armée de sales et une armée produit. Ouais. Et c'est dommage parce que tu as un très beau produit. Et résultat, là, tu as une croissance très naturelle de 101, de créateurs, de machin, mais le vrai argent chez toi, il est dans le enterprise. Bah, bien sûr, le vrai argent, il est exactement ce que fait Bitly. Ouais, L'argent, il est dans l'API, tu vois? ouais, Donc, de permettre à d'autres, logiciels, par exemple Canva, quand tu crées un short URL sur Canva, c'est un lien Bitly. Donc ouais, Canva, ça doit être des centaines de milliers de liens créés par mois et ça doit être une bill à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois qu'ils envoient à Bitly et ouais, bien tout le sûr. vrai business model et le vrai argent, il est là-dedans, tu vois? Ouais. Maintenant, je te pose une question pour moi. Est-ce que tu penses pas que je devrais encore attendre de développer niveau produit, tu vois? Parce que je pense que je peux aller chercher encore beaucoup d'argent, heu, avec du produit, tu vois? Oui, mais c'est le problème, c'est qu'en fait, le passage de l'un à l'autre, il n'est pas linéaire. Et moi, si j'étais toi, je skipperais ce passage de chercher l'argent, j'irais tout de suite dans cette guerre-là, parce que c'est plus facile de descendre un marché que de monter un marché. OK. Et c'est dommage parce que tu as un super product market fit, et donc autant en profiter pour lever, parce que dans ce cas-là, tu vois, Tu trouves que j'ai un product market fit là déjà? bah ouais, moi, tous les gens qui utilisent Tapit sont heureux, hein. OK. Moi, le premier, hein. À chaque fois que je mets un lien en oubliant de le mettre, hier, j'ai voulu publier là où ça m'a shop, là. Je dis, putain, je fais plus, ah, j'ai encore oublié. D'ailleurs, le plus dur, c'est de se souvenir qu'il faut faire un lien Tapit. C'est pour ça qu'on va faire une app mobile. Ah ouais, ouais, ça, c'est game changer. Mmh, Ouais, OK. ouais. Parce qu'à chaque fois, ça te casse les couilles d'aller faire ton lien, tout ça. Mais Ouais. ouais, clairement. OK. OK. Putain, c'est OK, ça c'est énorme. Et toi, donc aujourd'hui, parce que les règles, le football, il a changé un petit peu, comment tu raises? Comment tu raises aujourd'hui, genre en 2025? C'est même Bah, strat, pareil, tu contactes des mecs, comment tu ferais toi? ouais, de toute façon, ça n'a jamais été aussi simple de contacter des gens at scale. Donc, y a pas. Si tu as un bon produit, etc., tu fais le Bah, tour des moi, VC. tu vois, depuis que j'ai lancé Tapit, tu vois, j'ai eu genre 15 fonds d'investissement qui m'ont contacté à peu près et Ouais, j'ai eu des centaines de propositions de business angel et ça, c'est ouais, grâce à mon building public, tu vois? C'est que ouais, bien sûr. j'arrive à créer le momentum, tu vois? Le Ouais, momentum de peur de manquer l'opportunité, tu vois? Pour ouais. l'instant, bah, j'ai tout refusé, tu vois? Mais j'envoie toujours un formulaire, tu vois? Où je dis: «Bah, je garde le contact», tu vois? Je suis pas dans le tu vois? Wow, Sûrement un jour, je vais changer d'avis, tu vois? wow. Ouais, tu crées la FOMO avec, le Ouais, building. avec Ah le c'est content, tu vois? c'est lourd, c'est énervé, c'est trop stylé. Hem, je voulais juste, avant que tu encore un peu de temps, ouais, jusqu'à ouais, des Ouais, 30. jusqu'à 30. Allez, merveilleux, jusqu'à 30. Hem, je voulais du coup, qu'on ait, un petit talk, sur la fin par rapport, bah, au futur, à ce qui se passe et je voulais parler de Labyrinthe. Moi, ça faisait des piges que tu me parlais, enfin, qu'en tout cas, je voyais ce petit symbole, sur ton LinkedIn et que tu m'en as parlé et que tu es en train de relancer. Il y a ça, il y a aussi les dessins animés et tout. Est-ce qu'en gros, là, pour, finir, tu peux, bah, nous montrer en quoi, ça ressemblait à quoi la vidéo sur les, prochains mois, les prochaines années? Ouais, Quelles sont tes idées? Quelle est la volonté? Et comment tu vois les bah, choses? j'ai pas mal réfléchi sur les derniers mois en me disant qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Alors, à un moment, je m'étais chauffé pour relancer un The Family, mais c'était plus de la blague pour faire chier. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus d'entendre Alice et Nicolas qui disaient ouais, on peut pas faire de deal à cause de la réputation, je sais pas quoi. Et je voulais dire, bah tiens, regarde, moi, si je dis que je fais des deals, comme par hasard, il y a des dizaines de boîtes qui veulent me donner 5% gratuitement. Donc, c'est peut-être pas le problème de la réputation, peut-être que vous êtes juste mauvais. Et en fait, une fois que l'énervement est passé, je me suis retrouvé avec mes 20 boîtes là à reprendre. Je suis Repartir ouais, from scratch? vas-y, vas-y, vas-y. En fait, casse les couilles, j'ai pas Ça t'a envie. pété les couilles, hein.
Ouais, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout envie. Euh, et, euh, et, et donc, en fait, changement complet de, tu vois, genre, bam, de, de, de méthodologie, d'ambition. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux monétiser de façon infinie ce que j'aime faire. Donc moi, j'ai 4 piliers extrêmement simples. Je suis très fort à créer du contenu et expliquer des choses compliquées de façon simple. Et créer de l'envie, de l'ambition, tout ça. Je suis très fort en crise. Euh, si tu as un corps à cacher à 2 heures du mat, je pense que je suis une des meilleures personnes à appeler. Euh, je, vraiment, j'ai pas peur de, j'ai pas peur de vraiment y aller à fond et, euh, et de, et de faire tout ce que tu as besoin. Ensuite, j'ai une très bonne maîtrise financière sur les mécanismes de levée de fonds, capitaux, les bons deals, la bonne asymétrie d'informations. Et puis, j'ai un vrai goût à miser sur des gens sur qui personne ne mise. Et donc, finalement, ces 4 piliers, je les faisais à The Family en prenant 5% de 100 boîtes par an. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si je prends 20% de 5 boîtes par an? C'est très différent comme positionnement. C'est beaucoup plus craft, profond, design et Opérationnel. opérationnel. Et ça me permet, tu vois, de n'être focus qu'à une chose, ça va être Oussama. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire plein de projets parce que tu peux pas être défocus dans des projets. Donc, soit tu fais une chose dans 20, soit tu fais une chose dans plein de projets, soit tu fais tout dans un projet. Et donc, Ah ouais. moi, je veux être le Oussama, ton cofondateur favori, your favorite co-founder, je mets ça sur LinkedIn, où en fait, je te dis, écoute, tu pourrais le faire seul. Bien sûr que tu pourrais réussir sans moi. Mais si tu le fais avec moi, il y a plein d'avantages. D'abord, tu vas beaucoup plus t'amuser. Mhm. Je vais te faire sauter plein d'étapes. Je vais te Faut donner pas du réseau. sous-estimer ça. Non, mais il faut pas le sous-estimer. C'est hyper important tu 100%. vois, d'avoir une bonne énergie, d'avoir des bonnes personnes autour de toi. Je vais te connecter, etc. C'est pas pour tout le monde. C'est pour que 5 boîtes par an. Des fois, l'idée vient de moi, des fois, l'idée vient d'eux. Mais ça me permet, en fait, de vraiment m'involve de façon profonde dans des boîtes et de les amener à un. Et quand ça les amène à un, ça libère un nouveau slot. Et donc, aujourd'hui, j'ai 5 boîtes. C'est J'ai... quoi les boîtes là? Comment? C'est quoi les boîtes là? Ouais, donc 5 boîtes. J'ai Anasashiko slash Gloops, qui est ma première prod et que je suis en train d'autonomiser. Donc, on va passer d'une à 3 prods. Donc, ça, c'est l'univers dessin animé. Ensuite, j'ai TGIM, qui est le The Family de la reprise d'entreprise en France, que je suis en train de lancer avec Alison Tartari. J'ai Celeritai, qui est un SaaS AI où je me suis créé. En fait, j'ai toujours rêvé, moi, mon fantasme, c'est d'avoir un mec qui fait des recherches sur Google pour moi. Et j'ai jamais trouvé un mec qui fait des recherches sur Google aussi bien que moi. Et là, on est en train d'inventer une IA qui fait les meilleures recherches Google du monde et qui fait des rapports. Mec, c'était le sujet. En fait, on lance une newsletter tech. Tu as une newsletter qui est associée à ce podcast, qui est d'ailleurs dans la bio. Ouais. Et en fait, cette newsletter, je voulais l'automatiser. Je voulais. Allez, c'est pas compliqué d'aller sur TechCrunch, de réussir à connaître les bons articles. Et j'ai essayé pendant 2 jours. Je me suis cassé le cul. Perplexity, les API, j'ai jamais réussi à obtenir un résultat Ah quali. bah, je vais te montrer ma petite solution maison. Vas-y. Donc ça, et puis la 4e boîte, c'est une boîte de champagne sans alcool. Ouais, je pense que le sans alcool va cartonner. Et donc, il y a une boîte de champagne un peu comme Dubai Chocolate, mais champagne Dubaï, tu vois. Trop Le bling stylé. bling sans alcool, le bling bling halal. Énervé. Euh, et, euh, et ça, j'ai honte. C'est quoi la 5e boîte? Oh non. C'est le mec. Ça, c'est du fait Oh, Oussama. Ça, c'est du Oussama typique. Oh, tu le coupes pas, c'est pas grave, j'assume. J'assume. Je suis tellement mauvais à faire des listes. Ouais. Je vais Retenir les prendre mon, prénoms aussi. je vais prendre mon petit Les gens, mon ça, petit.
ils y croient Ah pas oui, même pas. pardon. J'ai Euh, oublié des ouais, prénoms. vi- non, J'avais mais oublié des excuse-moi, prénoms. je suis débile. C'est la boîte que je fais avec Christophe Delone pour faire des villas à Dubaï. Ah oui. Et tu vois, comme ça me permet de faire une boîte tech, une boîte immobilier, une boîte consumer, une boîte private equity. Et comme ça, d'avoir une approche portfolio un peu family office et de monter des vraies équipes. Et donc, pour ça, il faut que je devienne très, très, très bon à trouver des fondeurs et trouver des équipes et des top managers. Donc, vraiment apporter le recrutement. Être capable de créer des visions profondes, des ateliers stratégiques pour aider les entrepreneurs à penser beaucoup plus loin qu'ils ne penseraient eux-mêmes dans leur propre projet. Et ensuite, leur confier vraiment 100% d'exécution pour que ça déroule et que j'ai pas besoin. Et que quand il y a des crises, ils peuvent compter sur moi. Et là, j'interviens et je suis prêt à tout lâcher le temps que la crise soit résolue. Incroyable. Trop stylé. Eh ben, mille merci d'être venu. On conclut juste parce que je te libère avec la dernière question qu'on pose à tout le monde. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, après 20 piges là-dedans, tu peux dire, toi, merci Internet? Parce que c'est le nom du podcast. Oui, oui, merci Internet. Putain, moi, j'ai tellement de choses où je veux dire merci à Internet. Premier truc où je dois dire merci à Internet, c'est de ne pas m'avoir tué malgré tous les scandales. Et ça, c'est vraiment la beauté d'Internet, c'est que tu as le droit de parler et les gens ont le droit de t'écouter, même si beaucoup de gens très puissants veulent t'interdire de parler. Et le fait de ne pas avoir de filtre et pouvoir accéder aux gens, bah, c'est ce qui m'a permis de toujours être là et de ne jamais, jamais être cancel. Incroyable. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous Plaisir. d'avoir regardé. Évidemment, pensez à liker, vous abonner, checker la newsletter. Ça commence à exploser. Il y a du bon contenu qui est partagé. Et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Merci Internet. See you there. Bye bye.